Georges Marchais, nous luttons pour obliger le PS à négocier au lendemain du premier tour. 40 kilos de charge de drogue découverts à La Ciotat, on croyait la French Connection démantelée depuis 5 ans. Le franc baisse, il plie mais ne rompt pas. Proche-Orient, Sadat dans l'impasse, Carter n'exercera pas de pression sur Israël pour accélérer la paix. En avant-première, le film qui fait fureur aux États-Unis, Les rencontres du troisième type, où les extraterrestres sont parmi nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La French Connection n'était pas morte. La French Connection, c'est cette filière de la drogue qui avait élu domicile dans la région de Marseille. On pensait bien avoir définitivement nettoyé le secteur il y a 4 ans. La police ne ménageait pas ses efforts, mais la découverte d'un laboratoire clandestin annoncé hier soir à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, eh bien cette découverte prouve, comme le dit le ministère de l'Intérieur, que la French Connection n'était qu'en sommeil. C'est à La Ciotat, à 30 km de Marseille, dans cette villa dissimulée dans la verdure, que les policiers de la brigade des stupéfiants ont découvert dimanche matin ce laboratoire clandestin. Un laboratoire avec tout le nécessaire à la transformation de la morphine en héroïne, bonbonne d'acide, ventilateur, pompe à vide. Les policiers ont saisi 35 kilos de morphine base dont la moitié était encore en cours de traitement. Une substance qui devait être transformée en des milliers de petits paquets d'héroïne pure et sans doute écoulée sur le marché américain. À la revente, 35 kilos de morphine base représentent quelques 40 millions de francs. 5 personnes ont été arrêtées, toutes connues de l'Office français de répression des stupéfiants. Alors, ce coup de filet signifie-t-il que la filière française que les policiers affirmaient avoir détruite en 1973, que cette French Connection est à nouveau sur pied? Le succès que nous avons remporté hier avec nos collègues des douanes et grâce aux renseignements qui nous avaient été fournis à l'origine par la sécurité publique de Marseille montre que, mon Dieu, nous sommes prêts à faire face à une nouvelle arrivée d'héroïne si cette arrivée doit continuer. Et nous avons arrêté des anciens clients et aussi un nommé Giralt qui est actuellement en cours d'audition et qui depuis 15 ans était dans le collimateur de la police judiciaire. Et je considère quand même que notre action d'hier a été un coup d'arrêt sérieux pour ceux qui tenteraient de refaire de la région méditerranéenne une plaque tournante du trafic d'héroïne. La politique maintenant, c'est d'abord un rendez-vous que je vous donne tout de suite à 21h30, le deuxième de nos grands débats. Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur, contre Gaston Defferre, président du groupe socialiste à l'Assemblée. Arbitre Jean-Pierre Elkabbach, donc 21h30. Gaston Defferre qui voudra sans doute en profiter pour répondre aux propos de Georges Marchais ce matin. Georges Marchais a dit, en présentant le programme commun du PC, un programme commun actualisé, comme vous allez le voir, que son parti souhaitait, dans les 2 jours qui suivraient le premier tour, tout à la fois une actualisation du programme commun et un accord sur la composition du gouvernement en cas de victoire. Et ce donc, a-t-il répété à Daniel Brême, avant le mardi soir, c'est-à-dire avant la date du dépôt des candidatures du second tour. Entre le résultat du dimanche soir et la clôture des candidatures pour le deuxième tour, il y a pas mal de temps. Il y a le temps de discuter. Il y a le temps de discuter pour bien actualiser le programme commun. D'autant plus d'ailleurs que, contrairement à ce que François Mitterrand a dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, il avait convenu à un moment donné avec nous qu'on pouvait facilement se mettre d'accord. C'est toujours notre avis. Si le Parti socialiste revient au programme commun de 1972, nous aurons plus de temps qu'il n'en faut pour actualiser le programme commun. Je répète, entre la clôture du scrutin du dimanche soir, la proclamation des résultats et la clôture des candidats, de l'inscription des candidats au deuxième tour. Par conséquent, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses, y compris réunir différentes instances nationales. Nous n'avons pas encore décidé quelle instance sera réunie. En tout cas, ça peut être une conférence nationale, mais ça peut aussi être le comité central. Alors la réponse de François Mitterrand n'a pas tardé. Quelques heures après, le leader socialiste a réaffirmé à Rouen
qu'il n'était pas question pour lui d'engager des négociations avec le PC sur l'actualisation du programme commun avant que le résultat des élections ne soit acquis, définitivement. Et nous n'entendons pas céder aux pressions inadmissibles, y compris celles qui consistent à laisser entendre que le Parti communiste pourrait ne pas respecter la discipline de la gauche. Aucun de ces arguments ne nous ébranlera. Le Parti socialiste mènera son combat pour le programme commun, pour le projet socialiste, au premier tour de scrutin, respectera la discipline pour le deuxième tour et sera disposé à discuter d'un pacte de gouvernement avec la gauche tout entière au lendemain de la victoire. Voilà le schéma. Il m'étonnerait beaucoup que nous en sortions. Alors Noël Copin, mardi soir, le lundi suivant, finalement c'est qu'une question de calendrier? Non, bien sûr, car cette différence de date produit en fait une différence politique qui est assez importante, en affirmant qu'une négociation doit être entreprise dès le lendemain du premier tour et en disant que pratiquement tout peut être réglé rapidement, en 48 heures. M. Marchais finalement souligne une fois de plus que pour lui et son parti, ce qui est essentiel, c'est le score réalisé au premier tour, et que si le rapport des forces ne lui est pas défavorable, eh bien tout devient possible, et tout devient possible même à toute vitesse, en quelques heures pratiquement, puisqu'il y aurait 48 heures, dont une réunion importante, sans doute du comité central, ou même peut-être d'une conférence nationale. Et donc une querelle de plusieurs mois pourrait être effacée. Pour M. Mitterrand, par contre, l'enjeu, lui, se situe au second tour. Et il n'y a pas d'accord possible, de compromis possible sur le principe du désistement, sur le principe de la discipline républicaine au second tour entre formations de la gauche. Au fond, nous assistons, je crois, ces jours-ci à un match de plus en plus subtil et peut-être aussi de plus en plus dur entre les deux leaders, où chacun pratiquement implicitement menace l'autre, menace de M. Marchais s'il n'y a pas accord au lendemain du premier tour, eh bien nous nous réservons pour le second tour, et M. Mitterrand, lui, repousse cette menace et la fait porter sur l'avenir. On ne sait pas ce que sera l'avenir si le PC ne joue pas le jeu au deuxième tour. Donc 8 jours d'écart dans le calendrier, mais en fait cet écart est politique, c'est l'écart qui sépare depuis quelque temps le PC et le PS. Alors j'ajoute que ce matin, Georges Marchais avait asséné une volée de bois vert à François Serra, qui hier s'en était pris au programme commun. Jugement du leader communiste, je vous le livre, c'est l'anti-France, le CNPF, c'est l'inflation, c'est le chômage, c'est la spéculation. Un mot encore sur la politique et ce sera terminé. Ballotage favorable pour la liste du maire sortant, le centriste Raymond Menant, à Issy-les-Moulineaux. La liste concurrente au sein de la majorité vient de se désister en sa faveur. Celle de l'Union de la gauche, de M. Guy Ducolonnet, avait obtenu un peu plus de 46% des voix hier. La grève des PTT maintenant, plusieurs milliers de personnes à l'appel de la CGT et de la CFDT ont manifesté ce matin devant le secrétariat d'État. Une délégation de postiers a été reçue là-bas en fin de matinée. Pour la direction des postes, les arrêts de travail affectant Paris et sa banlieue oscillent entre 30 et 40%. En province, la situation est variable selon les centres. Tout dépend donc de la décision de la base, mais demain, il devrait y avoir distribution du courrier avec toutefois des perturbations. Et puis à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel, la grève s'est étendue à tous les centres aujourd'hui. C'est un mouvement de revendication qui dure depuis le 1er février. Économie maintenant, avec ces nouveaux coups de boutoir contre le franc qui s'est un peu mieux tenu aujourd'hui, mais qui n'en a pas moins baissé à nouveau. Le dollar est passé de 4,89 francs à 4,93 francs, et je ne parle pas du franc suisse, dont la valeur dépassait aujourd'hui 2,50 francs. Alors je suppose que vous êtes nombreux à vous demander qui sont ces fameux spéculateurs français et étrangers qui peuvent bien décider du sort du monnaie, et quelle parade la Banque de France peut-elle bien trouver pour les en empêcher. Chaque jour, à 13h30, dans cette salle au sous-sol de la Bourse de Paris, quelques dizaines de spécialistes se retrouvent pour procéder à la cotation des principales devises étrangères. Ces professionnels, on les appelle des cambistes, travaillent pour des établissements financiers, français ou étrangers. Cet homme, par exemple, qui vient de vendre 1 million de francs suisses, avait encarné des ordres de vente provenant de particuliers ou d'entreprises. C'est parce que la devise suisse est aujourd'hui recherchée par tous ceux qui ont peur pour la santé du franc qu'il a fallu la coter en hausse afin de satisfaire la demande. Ici, tout se fait par signe, sur un simple coup de téléphone ou sur un signe discret. Mais derrière ces gestes, ce sont toujours des décisions individuelles d'épargnants ou de gérants de sociétés qui préfèrent avoir dans leur caisse des devises étrangères plutôt que des francs français.
Comme rien actuellement dans la situation de l'économie française ne justifie un tel mouvement de baisse, la Banque de France intervient en vendant des devises étrangères, en achetant des francs français pour empêcher notre monnaie de trop baisser. Mais elle le fait avec parcimonie pour ne pas gaspiller les réserves monétaires du pays. Moyennant quoi, aujourd'hui, le franc s'est certes un peu replié, mais modérément et sans aucun mouvement de panique. Oui, cette situation du franc par rapport au Deutschmark a forcément été l'un des éléments de la conversation qu'ont eu aujourd'hui Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing. C'était le traditionnel sommet franco-allemand, le 31e depuis 15 ans, depuis les fameuses conversations de Gaulle-Adenauer. Mais celui-là est un petit peu particulier parce que les préoccupations du président français et du chancelier allemand sont en ce moment très intérieures. On le comprend bien pour Valéry Giscard d'Estaing, à 5 semaines des élections, mais on le sait moins pour Helmut Schmidt, qui se débat pourtant en ce moment dans de sérieux problèmes en Allemagne. C'est un chancelier Schmidt émoussé par une semaine de crise gouvernementale allemande qui arrive donc à Paris. Il reste pourtant sur le plan international un interlocuteur tout à fait valable, notamment sur le plan économique, et à un moment où le franc a les faiblesses que l'on sait. Cette question figurera donc au premier plan de ces entretiens Valéry Giscard d'Estaing-Helmut Schmidt, mais il s'agira surtout de discuter de l'évolution de l'économie européenne à moyen et à long terme, cela par rapport au reste du monde et notamment aux États-Unis. On sait en effet que les Américains continuent de tenir les Allemands sous pression et exigent plus ou moins de Helmut Schmidt qu'il relance l'économie allemande. Helmut Schmidt résiste cependant et il tentera d'obtenir la compréhension de Valéry Giscard d'Estaing pour sa volonté de jouer la stabilité plutôt que la croissance à tout prix et surtout au prix de plus d'inflation en Europe. Autre dossier, les propositions françaises en matière de désarmement et la mise en chantier d'un avion moyen courrier européen. On le constate, ce sont là des questions qui engagent l'avenir et demandent du temps. Partant des fragilités intérieures de Helmut Schmidt et de la prochaine échéance électorale française, c'est la certitude d'avoir le temps et de pouvoir programmer l'avenir qui manque le plus ce soir aux amis que sont Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Proche-Orient, la position d'Anwar el-Sadat est ce soir bien fragile. Le président égyptien semble avoir eu des conversations assez négatives avec Jimmy Carter à Camp David. Le numéro 1 américain ne paraît pas déterminé à exercer des pressions sur Israël. Et donc, ce soir, l'isolement du président Sadat s'est accentué. Je pense que nous devrions écouter Jacques Abouchard, qui est notre correspondant en ce moment à Washington. Sadat est déçu. Il suffisait de le voir à son retour de Camp David, l'air sombre, malgré l'attitude amicale de Jimmy Carter. Bien plus, il a gardé le silence après l'allocution du président américain. C'est la première fois qu'un hôte de la Maison-Blanche ne répond pas à un discours présidentiel. Anwar Sadat n'a rien obtenu de concret. Il n'est pas question, par exemple, que les États-Unis accentuent leur pression sur Israël. M. Carter ne veut pas être l'arbitre, mais seulement l'honnête courtier entre Égyptiens et Israéliens. Washington va organiser une nouvelle navette diplomatique entre Jérusalem et le Caire, rien de plus. Même incertitude pour Sadat en ce qui concerne ses demandes d'armement. Il l'a d'ailleurs confirmé dans une interview télévisée. L'Égypte réclame 100 à 150 appareils supersoniques F-5. Jimmy Carter et son entourage sont plutôt favorables. Le Pentagone est d'accord dans la limite de 50 avions. Mais reste à convaincre le Congrès, et là, rien n'est joué. M. Sadat devra plaider sa propre cause demain au Capitole, devant les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants. Stupeur ce matin à l'aéroport de Francfort, un avion tchécoslovaque qui n'était pas du tout attendu a atterri. C'est un Tupolev qui devait assurer la liaison Berlin-Est-Prague. Il y avait donc eu détournement. Le pirate de l'air s'est rendu aux autorités ouest-allemandes immédiatement après l'atterrissage. Il y avait 45 passagers à bord. On avait un moment cru que 5 d'entre eux demandaient l'asile politique en Allemagne. En fait, il n'en est rien. Et maintenant, l'affaire des oranges empoisonnées. 2 oranges piquées au mercure ont été trouvées en Bavière, mais ces oranges-là étaient d'origine espagnole. En revanche, en Belgique, d'autres fruits contaminés en provenance d'Israël ont été découverts près de Charleroi. Bref, c'est au total une bonne demi-douzaine de pays qui se trouvent touchés par ces manipulations douteuses, même si elles ne sont pas très dangereuses. Le but évident étant de porter tort à Israël. Nous avons voulu savoir avec Jean-Marc Ilouz si l'affaire ne désorganisait pas l'économie israélienne, largement tributaire de ses exportations de fruits. Eh bien là-bas, apparemment, on ne prend pas l'affaire trop au drame.
De Rehovot, à quelques kilomètres de Tel Aviv, via les grands marchés européens, ces oranges mettent généralement 4 semaines avant d'atteindre votre table. Aujourd'hui, israéliennes ou espagnoles, les oranges inquiètent. Il aura suffi pour cela qu'un mystérieux front arabe révolutionnaire, désavoué par les principales organisations palestiniennes, revendique la responsabilité de l'intoxication au mercure de 5 enfants hollandais. 21 oranges au mercure et moins de 10 intoxications passagères, mais les seules véritables victimes pourraient être demain les quelques centaines de milliers de tonnes exportées chaque année par Israël. Il est encore trop tôt pour juger. Nous constatons actuellement une baisse des renouvellements des stocks, particulièrement en Allemagne, du fait de l'affolement provoqué par les grands moyens de communication. Mais nous poursuivons nos expéditions de manière presque régulière et je peux vous dire que 350 000 caisses d'oranges ont quitté nos ports aujourd'hui. Bien sûr, dans l'immédiat, c'est la grève actuelle de la marine marchande qui préoccupe d'abord les exportateurs israéliens. Dans les grands centres de conditionnement, l'activité reste normale. Et l'on préfère pour l'instant se borner à conjurer le mauvais sort en insistant sur la sévérité du contrôle des fruits exportés. Comment pouvez-vous être sûr que les oranges n'ont pas été empoisonnées en Israël? Oui, tous les fruits qui sortent d'Israël sont contrôlés ici. C'est-à-dire que si nous observons la moindre marque suspecte sur une orange, nous pouvons l'analyser. Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, nous n'avons rien trouvé. Oui, on n'a rien trouvé. Si le sabotage au mercure avait été commis en Israël, les cargaisons auraient pourri avant d'arriver à destination, répète-t-on ici. Une certitude qui n'exclut pas un certain malaise devant la nature insaisissable de la menace. Il n'y a pas eu de répercussions fâcheuses en Israël, d'autant plus qu'il s'agit d'un phénomène très restreint. Il y a eu jusqu'à maintenant 21 oranges touchées sur des millions qui sont en circulation, donc pour l'instant, pas de répercussions négatives. Que le problème aujourd'hui est un problème israélien, mais demain il pourrait être un problème beaucoup plus vaste. Il pourrait toucher pour des raisons politiques les sucres du Cuba, les cacao de la Côte d'Ivoire et d'autres produits. Pour l'instant, répétons-le, les oranges au mercure n'ont fait aucune victime. À dessein, semble-t-il, le produit employé était une arme plus psychologique que mortelle. Mais l'exemple fournit désormais un précédent inquiétant. Les montagnards ont peur ce soir encore, peur de la mort blanche, peur des conséquences dramatiques des avalanches. 20 morts déjà en France et en Italie depuis 3 jours. Et vous savez qu'hier soir, le ministère de l'Intérieur a lancé un appel à la prudence à la suite d'un nouvel accident mortel. Un groupe de skieurs suisses s'était aventuré hors des pistes sous la conduite d'un guide indépendant. Et ce soir, il n'est pas exagéré de dire qu'une certaine psychose de l'avalanche s'est apparue des habitants de plusieurs vallées des Alpes. Il y a le Brévent, la piste de la Combe des Vioses, la piste des Mélèzes. La piste Plan-Prat à Chamonix est fermée en raison de graves dangers d'avalanche. Et bien entendu, comme partout ailleurs, le hors-piste est interdit. Est-ce que vous allez skier aujourd'hui, monsieur? Non, monsieur, pas toujours. Enfin, tout au moins pas ce matin. Pourquoi? Pas ce matin à cause du temps. À cause de la neige. Je n'ai pas couru l'avalanche parce qu'ils fermeront les pistes si l'avalanche est dangereuse. Après la terrible tourmente du 1er février et les avalanches meurtrières de la semaine dernière, l'appel à la prudence semble être respecté par les skieurs. Pourtant, à Chamonix, depuis 4 jours, une commission extraordinaire se réunit chaque soir à la mairie pour renforcer les conditions de sécurité, car le risque d'avalanche persiste, comme le prouve ce drapeau à damier jaune et noir. Est-ce que vous craignez les avalanches pour aujourd'hui même? On les craint, on ne peut pas dire à la minute même, aujourd'hui il y en aura une ou il n'y en aura pas une. Vous savez, ça se déclenche tout seul, ça, enfin plus ou moins. Quels sont les risques principaux qui déclenchent l'avalanche? Eh bien, c'est le changement de température, le radoucissement du temps, des risques le bruit, bien sûr, ou les personnes, un objet enfin, qui peut déclencher une avalanche, un skieur, bien sûr. Alors là, le risque est très grand. Est-ce que l'on peut parler de psychose de l'avalanche ici à Chamonix? Oui, bien sûr, il y a toujours une psychose de l'avalanche. Mais la psychose de l'avalanche peut être prise sur 2 terrains. D'une part, les gens qui ne sont pas ici sont inquiets. D'autre part, les gens qui sont ici sont inquiets aussi. Il y a un climat qui est souvent alimenté par le bouche à oreille. Vous savez, depuis 4 jours, à Chamonix, si vous écoutez tout le monde, il y a 200 morts. Il faut rester quand même dans les limites logiques. Il y a du danger, c'est certain, mais enfin, tous les dangers se maîtrisent, c'est sûr. Tous les dangers se maîtrisent, cela est sûr.
Mais dans certaines zones, il n'en reste pas moins vrai que ces risques sont inquiétants. Il y a un couloir d'avalanche plus haut, ça s'appelle les Nans, quoi. Ça, c'est le couloir des Nans. Et ça descend souvent ici, la neige? Ben, c'est-à-dire, ça dépend des années. Et alors, vous vivez constamment sous la crainte un petit peu de... Ah, ben, des on est avalanches? bien obligé quand même. Seulement, on ne peut pas évacuer. Est-ce que vous avez peur, madame? Oui, oui, j'ai beaucoup peur. Oui, depuis vendredi, depuis que les chalets ont été fermés, là, j'ai peur, oui. Et demain, hélas encore, il devrait neiger dans les stations de sport d'hiver, c'est dire que les risques d'avalanche demeurent. J'en profite pour vous dire qu'ailleurs en France, vous le voyez après dissipation des brouillards matinaux, le temps sera encore médiocre, avec des averses et des éclaircies près de l'Atlantique, des vents assez forts près des côtes, et les températures, disons, seront stationnaires ou en légère baisse. Les sports maintenant, depuis 2 heures, nous avons la composition de l'équipe de France qui en football affrontera l'Italie mercredi après-midi. Je vous laisse découvrir l'équipe sur votre panneau. Vous le voyez, pas de réelle surprise, aussi bien donc chez les titulaires que parmi les remplaçants. Et puis pour terminer, je voudrais vous parler d'un film qui est en train aux États-Unis de marcher sur les traces du succès de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Et c'est aussi un film de science-fiction. Il s'appelle Rencontre du troisième type. Il est signé par Steven Spielberg, le réalisateur de Duel et des Dents de la Mer. La différence avec La Guerre des Étoiles, c'est que la thèse que je vais vous montrer en image et que vous verrez dans 15 jours en France est plus plausible. Certains y croient même dur comme fer. Il s'agit des soucoupes volantes et des petits hommes verts. Je vous situe la scène que nous allons voir. Ça se passe dans un centre de contrôle aérien. Un avion annonce qu'il rencontre un ovni en vol et manque de peu la collision. Maintenant. RX 31, descendez et maintenez palier 310. Évitez Allégonie, triple 4, tournez 30 degrés à droite. Téléphonez au 45 d'observation et demandez-leur s'il y a des essais de missiles ou de n'importe quoi. Le trafic approche de face. Réveillant et ultra rapide. Passe devant nous. À l'instant. Demandez-leur s'ils veulent faire un rapport officiel. TWA 994, voulez-vous faire un rapport sur un ovni? Répondez. TWA 994, voulez-vous faire un rapport sur un ovni? Répondez. N'importe qui peut faire une rencontre. Cela peut vous arriver. Cela est arrivé à Roy Neary. Dans l'histoire de la race humaine. Ce que vous allez voir n'a jamais encore été vu. Alors vous avez sans doute envie de savoir si les soucoupes volantes existent bien. Il y a tant de photos et tant de témoignages qui vont dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous avons invité un spécialiste, Claude Poher, du CNRS. Et avant de l'interroger, du CNES, pardon, je voudrais vous montrer ce film qui lui est authentique. On y voit distinctement des ovnis. C'est une des très rares fois où la caméra a pu suivre un objet non identifié. Regardez bien. Mais s'il s'agit réellement d'OVNI, Monsieur Poher. Celui-ci a été fait au Guatemala en octobre dernier. Oui, j'en ai entendu parler. En fait, nous avons là un phénomène que nous appelons un phénomène du type B, c'est-à-dire qui est assimilable à quelque chose de connu. Il s'agit probablement d'une véritable prise de vue, mais d'un objet relativement proche, par exemple un ballon d'enfant qui flotte en l'air poussé par le vent. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant là? Un assaut alors. Aux Bahamas. Eh bien, c'est quelque chose qui semble assez long, ça ne veut donc pas être une météorite ni une rentrée de satellite. C'est 2 jours, c'est pas une comète non plus. On pourrait penser par exemple à une fusée à haute altitude ou à un jet militaire, par exemple. Oui, parce que nous ne sommes pas très loin de Cap Canaveral. Oui. Justement, Monsieur Poher, avec ces 2 films, vous avez un peu montré finalement comment vous travaillez, comment vous approchez ce phénomène OVNI. Mais votre vrai travail dans ce groupe spécialisé dans les études des OVNI qui est constitué à bord dans le CNES, dans le Centre national des études spatiales, qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, nous n'étudions pas du tout ce que vous venez de voir. Là, en fait, ce sont des phénomènes dits du type B, c'est-à-dire assimilables à quelque chose d'identifié. Nous avons 4 catégories. Les phénomènes du type A qui sont clairement identifiés, B que vous venez de voir, C qui sont non identifiés, mais les rapports d'observation sont peu précis, on ne peut pas travailler dessus.
puis les phénomènes du type D dans lesquels nous n'identifions pas, nous experts, ce dont il s'agit, mais les rapports sont extrêmement précis. Nous utilisons uniquement ces rapports du type D pour travailler. Alors vous avez des exemples du type D à nous raconter maintenant? Bon, un exemple que nous avons traité récemment, il s'agit d'une lumière nocturne du même genre que ce que nous venons de voir, si vous voulez, avec quelque chose de vue à 300 mètres de distance, grand comme un autorail, qui était lumineux, très lumineux, qui s'est concentré en une espèce de boule, qui est monté ensuite à une centaine de mètres d'altitude et parti à toute vitesse. C'était vu par beaucoup de témoins. Des témoins différents qui ne se connaissaient pas? Des témoins différents. On a un phénomène de genre là aussi dans les Alpes qui a été vu il y a 2 ans. Et là, vous avez une explication à chaque fois? Nous n'avons pas d'explication. C'est justement pour ça que nous nous interrogeons. Et donc, vous y croyez, si je puis dire, au on n'a pas à croire ou à ne pas croire. Nous essayons de comprendre ce dont il s'agit. Les témoins qui ont fait ces observations rapportent ce qu'ils ont vu. Les scientifiques se grattent la tête. Alors, les petits hommes verts, ceux dont on parle. Alors, il s'agit de phénomènes marginaux, ce qu'on appelle les rencontres rapprochées du 3e type, justement, qui constituent quelques pourcents du dossier de l'ensemble des phénomènes du type D que nous étudions. Nous étudierons ça un peu plus tard. Vous avez un portrait robot du martien type, du petit homme vert? Il ne s'agit pas de martien, il s'agit de description de personnages, effectivement, mais qui arrivent comme des phénomènes très très marginaux de l'ensemble de ce que nous étudions. On ne va pas consacrer l'ensemble de nos efforts à ces rapports-là. Monsieur Poher, le public a souvent l'impression que des gens savent ce qui se passe. L'armée, les militaires, le CNES, enfin une agence spatiale, pourquoi pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vos recherches sont secrètes? Si nous savions, nous n'étudierions pas. Ce que nous pensons pour l'instant, c'est que des personnes ont fait des observations extrêmement curieuses. Nous penchons dessus, mais il n'y a pas de miracle. Il nous faut beaucoup de temps pour étudier ces rapports d'observation en allant progressivement vers le plus compliqué. Si vous aviez une demande à faire aux futurs observateurs d'OVNI, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous leur demanderiez de noter? Bon, tout ce qu'ils peuvent voir, et surtout aux observateurs compétents de ne pas avoir peur de dire ce qu'ils ont vu. Malheureusement, les gens ont peur de dire, ce qu'on lit dans les rapports de gendarmerie, c'est nous ne voulons pas que le fait d'avoir observé soit connu de nos amis, parce qu'on a peur du ridicule. Alors il faut vraiment sortir de là, et que les observateurs compétents n'hésitent pas à nous dire qu'ils ont vu, et nous avons quelques observateurs compétents, mais pas encore assez. Et on peut s'adresser au CNES pour envoyer ces résultats? Mais là, c'est la gendarmerie nationale et tous les organismes publics. Il y a beaucoup de gendarmes qui ont fait des observations de ce type. Oui, il y en a pas mal, effectivement. Oui. Mais nous manquons de scientifiques expérimentés qui aient pu faire des mesures ou pu simplement observer avec leurs compétences. Je vais vous reposer ma question. Il faut y croire ou pas? Je crois qu'il faut être vigilant et accepter que des phénomènes encore inconnus sont observés de nos jours. Tout est possible. Tout est possible. Je vous remercie. Je ne sais pas trop si nous vous avons fait rêver, en tout cas après vous avoir appris que Jean Nolly a obtenu aujourd'hui le prix des libraires pour un bien joli livre sur la mer, la grâce de Dieu. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous rappelle que vous avez 2 rendez-vous avec l'actualité, 21h30 le débat Christian Bonnet, Gaston Defferre, et aux alentours de 23h le dernier journal de Gérard Roltz. Voilà, c'était l'actualité du 6 février 1978. Encore une fois, bonne soirée à tous. À demain.